Donc voilà, je vais vous présenter un peu ce que j'ai appelé IA et créativité dans les arts numériques, au cinéma et dans les jeux vidéo en général, hein. Et donc vous faire un peu cette présentation aujourd'hui sur mes pratiques de l'intelligence artificielle qui sont très différentes des LLM justement, puisque ce sont d'autres domaines que j'ai étudiés et je vais un peu vous montrer ça. Donc le plan de la présentation aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est les 20 ans de recherche que j'ai fait sur l'art génératif, des Being Paintings jusqu'au Live Beings aujourd'hui, hein. Donc il y a 20 ans à peu près d'évolution sur tout ça. C'est une espèce de généalogie de ce que j'ai appelé l'émergence artificielle. Il y a même plus de 20 ans, hein, comme vous voyez, parce que ça fait 2002, 2026, ça fait même 24 ans que je travaille sur cette série. Voilà, et je vous parlais un peu de cette notion d'émergence que j'utilise beaucoup là-dedans, avec les algorithmes que j'utilise depuis pas mal de temps, que ce soit des automates cellulaires, des algorithmes génétiques, des réseaux de neurones, et du calcul quantique aussi. Je vais expliquer un petit peu tout ça aussi. Avec une grosse question aussi, hein, les LLM sont-ils créatifs, hein? Ça serait peut-être un débat. Vous avez peut-être déjà parlé de ça avec Eva avant. Je vous parlerai. Alors, je passerai à la partie 3 très vite parce que je pense que ça va faire un peu long. Là, j'ai déjà fait une partie qui parlait un peu de tout ce qui est les effets procéduraux dans les jeux vidéo, dans le cinéma, etc. Et je vous parlerai par contre un peu plus de la partie 4 qui m'intéresse bougrement actuellement, qui sont l'ouverture aujourd'hui que nous offre notamment Yann Lequin et les fameux World Models. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est la nouvelle donne, on va dire, de l'IA qui va venir un peu se mettre en parallèle des LLM. On va parler de ça tout à l'heure. Voilà, alors petite chronologie, j'espère que l'écran, là, celui-là, je ne sais pas où le mettre, il me gêne un peu, mais c'est pas grave. Je sais pas si vous le voyez celui-là, mais ça me gêne un peu, c'est pas grave. Je ne sais pas comment je peux faire pour le diminuer ce truc. D'ailleurs, c'est pas grave. Bon, parce que il me gêne un peu. Voilà. Donc, la série des Beings, donc 2022-2026, donc j'ai appelé ça un peu une généalogie de l'art vivant. Donc, et pour moi, c'était un peu un travail sur une représentation de la vie artificielle au cœur de la création artistique. Donc, j'ai commencé ce projet en 2002, hein, en fait. Je ne pensais pas que ça durait si longtemps, d'ailleurs, ce projet, enfin, cette série de projets, je vais dire. Puisqu'en fait, pour moi, c'était l'idée de faire émerger des entités numériques autonomes, dotées de comportements imprévus, etc., etc. Donc, c'était plutôt intéressant. Donc, j'ai commencé par les Painting Beings ou les Being Paintings. Il y a eu les deux noms, c'était un peu exprès, hein, qui était un truc un peu simpliste au début, dans les premières années, hein, pour démarrer ce projet. Ça a duré, là j'ai sauté quelques étapes, mais il y a eu une étape importante parce qu'en 2014 puis 2016, j'ai introduit notamment la notion de quantique sur ces mêmes systèmes. C'était hyper intéressant, je vous expliquerai un peu pourquoi tout à l'heure. Et puis là, en 2026, je travaille sur la suite encore, hein, que j'appelle les live beings, donc, où j'utilise un peu plus encore de quantique, un peu plus d'algorithmes d'émergence. Je présenterai d'ailleurs ce travail à Evo Musart à Toulouse en mois d'avril. Voilà, donc un travail qui a été sélectionné donc, dans la conférence Evo Musart, très intéressante d'ailleurs, qui se passe un peu partout dans le monde, et, enfin, non, en Europe, je crois seulement, et qui est cette année en France. Voilà, voilà. Donc, petite naissance je ne sais pas comment je peux faire avec cet écran. Voilà, c'est bizarre ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je sais pas comment je peux faire pour. Voilà, il me casse les pieds l'écran là, je ne sais plus à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Donc, comment dire, petite naissance du projet. Je vais aller assez vite hein, pour pas être trop long non plus là-dessus, parce que ça, c'est un peu vieux déjà. Mais c'est pour bien comprendre d'où c'est parti tout ça. C'était les Bing Paintings dans les 3 premières années, en fait. Et mon idée, c'était comment faire naître des entités visuelles dotées de leur propre logique de vie, hein. C'était un peu l'idée de départ. Donc, j'ai utilisé pour ça plusieurs algorithmes qui étaient disponibles à cette époque, hein. À l'époque, on ne parlait pas du tout de LLM ni ce genre de choses, hein. Donc, en fait, globalement, des automates cellulaires, des L-systèmes, des réseaux de neurones, des algorithmes génétiques, c'est le matériel dont j'avais à disposition à l'époque, et donc pour faire un petit peu la croissance de ces painting beings. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de mettre un truc de zoom là, qui m'enquiquine un peu. Voilà, comme ça, c'est mieux parce qu'après, je peux me déplacer là-dedans. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est
que en fait, donc, chaque being était un organisme minimal composé d'une structure morphologique, d'un système nerveux et de comportements émergents. Surtout, c'était intéressant. Et donc, en fait, c'était pour moi un travail intéressant que j'ai présenté d'ailleurs au SIGGRAPH en 2005. À l'époque, j'étais plutôt content parce que c'était plutôt pas mal de présenter ce truc-là au SIGGRAPH de l'époque. Voilà. Et du coup, oh là là, je fais des zooms incroyables. Hop, hop, hop. Voilà, parce que je me gourde de touche. Pardon, pardon. Voilà, donc le point fort du projet, hein, c'était que vraiment de bien comprendre que le being n'est pas dessiné, il n'est pas décrit avec des mots, il naît en fait avec une interaction entre des règles simples et un espace de phase complexe. Donc, c'était vraiment l'intérêt pour moi de ce truc, hein. Et donc les points clés, donc il a servi à pas mal de mes publications de l'époque, plusieurs livres, le fameux article du SIGGRAPH, etc., etc. Voilà, donc c'était vraiment pour moi la notion d'émergence, hein, qui était hyper importante. Là, je vous montre quelques images de l'époque, hein, qui sont un peu vieilles maintenant, d'ailleurs, que vous pouvez voir là, qui sont les premières images, les premières apparitions des créations des being paintings ou des painting beings au choix. Voilà. Du coup, ensuite, il y a l'étape importante. J'en ai sauté quelques-unes, hein, parce que si vous regardez bien dans toute ma hiérarchie de travaux, il y en a eu d'autres étapes entre 2005 et 2014-2016, mais j'en saute un peu pour aller un peu à l'essentiel. Sachant que là, il y a eu pour moi un tournant important avec d'abord les time beings et ensuite les quantum beings qui ont été la suite, hein. Donc en fait, là aussi, j'ai présenté ça au SIGGRAPH en 2014. Et là, c'était pour moi une nouvelle dimension parce que je m'étais intéressé à un truc un peu bizarre, c'est-à-dire, et si je m'intéressais à la vie à la plus petite échelle où on peut la trouver, c'est-à-dire à l'échelle des particules, hein, à l'échelle qui est en fait ce qu'on appelle l'échelle de Planck. Donc c'était un peu mon idée, hein. C'était pour moi le tournant quantique parce que je ne l'ai pas fait exprès de tomber là-dedans, hein, si je puis dire. C'est parce que comme je m'intéressais à cette notion de vie des toutes petites particules, et bien forcément, quand on s'intéresse à ça et qu'on commence à se documenter, à regarder qu'est-ce qui se passe, et ben, on découvre qu'il y a une physique qu'on ne connaît pas, hein, qui est la physique quantique. Et là, j'ai commencé à la découvrir. Ça a été pour moi une grosse révélation, parce que je me suis bien amusé avec ça, en fait, hein, où en fait les lois de la mécanique quantique ont été un vrai petit jeu très intéressant, où en fait j'ai commencé à créer un truc qui s'appelait les time beings à l'époque. Donc c'était une suite, hein, des painting beings en fait. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais prendre les plus petites entités numériques dont on dispose dans un ordinateur, à savoir le pixel pour une image, la frame pour un film, le vertex pour un objet 3D, la note pour de la musique et le mot, j'aurais pu prendre la lettre, mais le mot pour un texte. Et en fait, je me suis amusé à faire, en me disant, tiens, si je considère que ces petites entités numériques sont l'équivalent de particules de notre univers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était un peu la question. Donc, et là, j'ai découvert des trucs très rigolos parce que c'était un peu j'ai découvert les propriétés quantiques de superposition, d'intrication, les voyages dans l'espace-temps, dans les œuvres. C'était vraiment assez passionnant. J'ai découvert qu'on pouvait faire aussi des automates cellulaires quantiques. Très intéressant aussi, hein. Donc là, c'était vraiment pas mal de pouvoir faire ça. Voilà. Et donc, en fait, je l'ai exposé à plusieurs endroits. Ça a été suivi. Les Time Bigs ont été aussitôt suivis des Quantum Bigs, mais qui sont presque les mêmes, en fait, hein. Je les ai juste un peu plus évolués, hein. L'idée, c'était je rentre là-dedans un petit peu le quantique dans ma génération semi-intelligente, on va dire, hein, de process. Il y a eu encore du SIGGRAPH, hein, en 2021 où j'ai fait un truc rigolo là aussi, qui était me dire, tiens, je vais faire une extension pour de la modélisation 3D pour aller encore un peu plus loin. En plus, j'avais des meilleurs outils à ma disposition à cette époque-là, donc j'étais un petit peu plus loin. Alors, ce qui était intéressant, hein, c'est que il y aura peut-être des questions après là-dessus, c'est pourquoi le quantique est-il créativement puissant? On pourrait se poser la question, parce qu'on se dit, bon, bon, c'est quoi? Là, j'ai essayé de résumer un petit peu, hein. C'est grâce à ses propriétés un peu étonnantes
que j'ai utilisé dans mes créations, que c'est vraiment que c'est là où j'ai vraiment trouvé du potentiel créatif, hein, notamment bah, déjà sur la superposition avec l'existence simultanée de plusieurs états, ça c'est plutôt intéressant. L'intrication qui permet de faire une corrélation non locale entre différentes parties d'une œuvre, est super intéressant. L'interférence, là aussi, ça pouvait permettre de faire des amplifications de résultats et donc d'obtenir des sélections émergentes. Et enfin, la mesure qui permet d'avoir un effondrement des réalisations et qui donc change énormément. C'est une décision un peu irréversible que prend l'artiste, on pourrait dire, hein, qui va changer ce que nous donne cette œuvre. Voilà. Donc là, quelques images créées à l'époque. Donc, ça, c'est une image tout à fait différente des premières, hein, puisque ce sont des images créées donc, avec la partie Quantum Beams, en fait, voilà. Et j'arrive, vous voyez, je saute les années à grande vitesse hein, pour aller un petit peu dans la réflexion aussi du projet. J'arrive à cette année, donc avec le travail actuel, on va dire, hein, sur les live beings, hein. Donc en fait, les live beings, c'est la suite hein, pour moi du reste, hein, bien sûr. Hein, ça a une continuité absolument absolue, on va dire, hein, sur l'ensemble du travail. Et donc c'est un peu l'idée, c'est d'avoir cette synthèse un peu de l'évolution de ces beings et comment créer des entités numériques véritablement vivantes, enfin on va dire au sens comportemental en tout cas et esthétique. Donc là c'était vraiment un petit peu l'idée, en utilisant pas mal de mes algorithmes émergents, hein, dont je vous ai parlé déjà, que ce soit l'automate cellulaire, ce genre de choses, et puis bien sûr le calcul quantique qui explose les capacités de ce genre de processus en fait, hein, voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, les live beings. Les live beings, ils sont pas entraînés sur des bases de données d'images, hein, comme dans des LLM, hein. Donc, il n'y a pas du tout de travail de LLM là-dedans. C'est un choix délibéré de ma part, hein. Je voulais prendre une autre direction, en fait, hein, de travail. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on se base absolument, les live beings ne se basent pas sur ce qui existe, en fait, entre guillemets, hein. Il n'y a pas du tout d'existant comme dans les bases de données statistiques des LLM. Et par contre, donc, ils émergent, ces live beings, de règles simples qui vont fonctionner dans un espace complexe, on va dire, hein, où il y a des principes de sélection artificielle et on essaie d'obtenir des formes intéressantes. Voilà, c'est un peu l'idée de ce que j'ai ici, hein. Et donc, en fait, je vais présenter le travail dont je vous parle aujourd'hui. euh, En mars, là, donc c'est un mois avant Toulouse d'ailleurs. Là, vous l'avez un peu en avant-première, parce que globalement, j'en ai un peu jamais parlé comme ça. Et en fait, je vais le représenter, je vous l'ai dit, en avril à Toulouse, hein. C'est tout ce que je vous montre un petit peu aujourd'hui. Voilà, quelques images récentes aussi hein, des productions faites par les Live Beings qui ont été des évolutions un petit peu des images d'avant. Voilà, alors l'idée ensuite, hein, c'est vraiment de parler de ce choix, on va dire, de l'émergence par rapport à la génération statistique, hein, puisque en fait, aujourd'hui, quand on vous parle beaucoup d'IA créative, hein, on va évidemment, et c'est normal, penser tout de suite au LLM, hein, ChatGPT, Midjourney, Sora. Je pense qu'avec Eva, vous avez là eu une belle présentation de plein de choses et c'est très intéressant, hein. Je critique pas du tout ce modèle, mais j'ai décidé de prendre, je vous l'ai dit, une autre voie parce que je me demandais, moi, c'est une question là vous avez vu, j'ai marqué, mais est-ce vraiment de la créativité? C'est une grosse question qui tue là. Je pense que vous avez peut-être débattu de ça déjà avec Eva avant que j'arrive, et avec d'autres personnes aussi éventuellement dans le séminaire. Mais globalement, c'était ça. C'était un peu, voilà, je ne sais pas. C'est une question à débattre, ça, cette histoire-là. Et il y a deux, là, il y a vraiment deux paradigmes très très différents. D'un côté les LLM, hein, qui fonctionnent, comme on le sait, sur des recombinaisons de statistiques, de données massives, de ce qui est probable, vraisemblable, etc., dont il n'y a aucune compréhension profonde des choses. C'est ça qui me gêne le plus, en fait, moi, hein, c'est cette partie-là, ce manque de compréhension. Bon, bref, voilà, ça c'est le truc qui peut me gêner un petit peu plus. Et comment dire? Et moi, j'ai choisi hein, les automates cellulaires, les algorithmes génétiques, le quantum computing pour avoir
des règles simples, obtenir des choses inattendues, c'est un peu ce que j'aime obtenir, essayer d'avoir une véritable nouveauté dans ce que je crée et simuler des processus de Game of Life, etc. Enfin, voilà, qui sont des choses très, très différentes hein, de tout ça. Voilà. Donc, en fait, là, je vais la passer assez vite parce que je pense que vous connaissez tous ça sur cette partie-là, hein. Les automates cellulaires, je me base beaucoup là-dessus, bien sûr, hein, sur cette notion d'automate cellulaire, où en fait, l'important là-dedans, c'est que je me suis pas contenté de faire les automates cellulaires de base avec les Game of Life, etc. C'est ce que j'ai fait au début, mais j'ai découvert dans mes recherches qu'il y avait aussi les fameux QCA, les Quantum Cellular Automata. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que tout à coup, on explosait les capacités d'automates cellulaires avec des nouvelles règles. C'était vraiment très intéressant de faire ce truc. Voilà, donc là, je disais un truc quand même, hein, c'est que je suis toujours resté assez fan de la partie automate cellulaire parce que le LLM ici, lui, ne pourra pas vraiment rivaliser là-dessus. Il va faire, comme je l'écris tout en bas, un LLM, c'est un encyclopédiste, hein, n'est-ce pas, qui connaît tout et voilà, qui va générer des choses par rapport à tout ça. Alors que l'automate cellulaire, c'est vraiment un organisme qui va générer des choses à partir de rien du tout. Tiens, voilà d'ailleurs une petite image rigolote qu'on a faite à l'époque avec des étudiants de Gaëtan, que vous connaissez sans doute, qui travaillait avec René à un moment donné, hein, Gaëtan Robillard. Donc ça, c'était un automate cellulaire quantique qu'on avait créé, hein, que c'était assez rigolo. Là, on voit des petits chats jaunes qui ont l'air morts. Et c'était un petit clin d'œil au chat de Schrödinger, pour ceux à qui ça parle, hein, le fameux chat mort et vivant à la fois. On avait fait un petit jeu assez rigolo. Avec ça, c'était plutôt pas mal, c'était assez intéressant. Voilà. J'ai beaucoup utilisé, bien sûr, les algorithmes génétiques et les réseaux de neurones, hein, qui sont les réseaux de neurones, on le sait, au cœur aussi des LLM, hein. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, j'ai utilisé l'évolution comme moteur créatif. Ça commence à être vieux, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant parce que basé sur la sélection naturelle de toutes les espèces humaines, animales et végétales, là, etc. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a eu beaucoup d'artistes là-dessus, dont vous connaissez certainement William Latham, des gens comme ça, hein, qui ont fait des trucs intéressants. Et évidemment, moi, je les ai énormément utilisés, les réseaux de neurones, dès les premières versions, pour avoir au moins trois choses, hein, c'est-à-dire des neurones sensoriels qui permettent de percevoir un environnement. Donc, j'ai même fait des choses avec des webcams, par exemple, hein, ou des trucs comme ça. Il y a eu des œuvres dont je n'ai pas parlé ici, mais qui perçoivent l'environnement réel hein, à ce niveau-là, et que les réseaux de neurones analysent. Des neurones moteurs pour piloter les mouvements des créatures, les beings que je créais. Et puis des neurones d'équilibre pour maintenir un peu toute cette cohérence. C'était pas évident de maintenir une cohérence dans tout ça, d'ailleurs, hein. Voilà. Donc très différent, bien sûr, hein, du LLM actuel, puisque l'idée, c'est d'avoir vraiment des comportements émergents. C'est toujours un petit peu l'idée de ça. Voilà. Donc la question de la créativité des LLM qui est ici, c'est une des grosses questions dont vous avez peut-être discuté tout à l'heure, hein, puisque moi j'ai pas une réponse fixe à donner là-dessus, hein. C'est en fait parce que je connais moins bien les LLM, et ça sera l'occasion de discuter avec vous après, je pense, sur tout ça, hein. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement que les algorithmes que j'utilise, vont explorer des espaces de forme et que personne n'a jamais vu, puisque forcément, ce sont des choses qui vont être créées à partir de rien, hein. Donc, et notamment créer des choses impossibles à prévoir, puisque les règles qu'on va utiliser sont des choses un petit peu étonnantes. Et le calcul quantique, hein, très important aussi, il permet d'avoir aussi, avec les fameuses deux propriétés hyper importantes que sont la superposition et l'intrication, il permet d'avoir des choses très intéressantes aussi que l'on peut mettre en œuvre à ce niveau-là. Alors, je passe très vite sur cette partie parce que je pense que ce serait trop long, je pense, de développer très longtemps, hein. J'avais fait des parties pour parler un peu de toute l'histoire de l'IA dans le cinéma, le jeu vidéo. Voilà, je vais juste passer pour des trucs, bon, ça c'est pas hyper intéressant, sur les boys, etc. Dans des trucs qui sont, voilà, ça je passe, que je l'utilise des fois dans d'autres présentations, mais pour ici, c'est pas forcément le plus intéressant, hein.
voilà, le cinéma, etc. Il y a eu des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Parmi voilà, les travaux qui m'ont inspiré, bien sûr, il y a notamment le fameux Massive Software, hein, que certains connaissent peut-être, hein, le fameux système Massive qui a été créé à l'époque pour le Seigneur des Anneaux et qui est un système hyper intelligent, hyper intéressant, un petit peu proche et nettement plus performant que Baby Ings, on va dire, puisque ils ont des cerveaux neuronaux, enfin, ils ont des trucs incroyables dans ce logiciel qui sont absolument phénoménales, hein, voilà, qui sont vraiment le truc hyper important à ce niveau. Voilà. Dans les jeux vidéo, pareil, hein, beaucoup d'inspiration sur les jeux vidéo, hein, qui se sont développés, avec notamment, peut-être les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, les autres vous ne devez même pas connaître parce que c'est vieux comme tout, le fameux jeu Créature de Steve Grand, qui a été créé en 1996, qui n'a pas eu un succès énormissime, on va dire, dans le monde du jeu vidéo, mais qui est peut-être le jeu vidéo le plus intelligent qui ait jamais été créé. Steve Grant, c'était un fou furieux, il a écrit des bouquins là-dessus absolument incroyables. À l'époque, il m'a énormément inspiré, le monsieur, avec son écosystème artificiel vivant, parce que les petites créatures qui fonctionnent dans ce jeu, s'appellent des Nornes. Ils sont hyper intelligents. Ils ont un génome avec des gènes, 810 gènes pour une chaque créature. Ils ont comment dire, un cerveau neuronal énorme avec 952 neurones, 5000 connexions à l'intérieur. Enfin, ils ont une biochimie, ils ont des sens qui sont développés. C'est un truc incroyable. Et comme disait Steve Grand à l'époque, il disait, je n'ai pas programmé des comportements, j'ai simulé les briques élémentaires de la vie et les comportements ont émergé. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc ça reste un peu méconnu, je trouve. C'est dommage. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que les normes, hein, les bestioles, les bestioles qu'il avait créées à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce jeu, donc sont absolument incroyables avec des comportements sociaux, des maladies génétiques qui sont apparues. Enfin, il y a eu tout un tas de littératures qui se sont faites là-dessus. Et qui a été suivi par des versions. Il y a eu plusieurs versions, hein, en fait, des créatures, hein, créature 1, créature 2, créature 3, là, pendant toute la fin du siècle dernier, hein, où petit à petit les écosystèmes étaient de plus en plus intelligents. Et puis au début 2001, là, il y a eu la suite qui s'appelait Docking Station, qui était carrément la même chose, mais en ligne. Donc on pouvait jouer en ligne là-dessus. Bon, tout ça a bien sûr largement disparu. Ça fait un quart de siècle, hein. Ça fait 25 ans que c'est un peu fini tout ça. Mais c'était vraiment une grosse source d'inspiration pour moi, c'est pour ça que je voulais en parler. C'était hyper important, hein, c'était vraiment absolument visionnaire pour l'époque, ces écosystèmes artificiels qu'il avait créés à ce niveau-là. J'en arrive à ma partie 4 et à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est mon travail actuel, si vous voulez, là aussi, hein, assez récent, puisque ça fait moins d'un an que je travaille là-dessus, à savoir les world models. Alors, les world models, c'est apparu à cause de la critique qu'on peut faire, la critique de fond qu'on peut faire sur les LLM au niveau de leur fonctionnement, de leur coût écologique, hein, aussi, etc. Et donc, en fait, il y a des gens, et pas que lui, hein, mais il y a un certain nombre de personnes qui se sont intéressées à d'autres styles de modèles d'IA, et notamment Yann Lequin, hein, qui a eu notamment le prix Turing en 2018, qui est, je pense, en France, le monsieur le plus capé au niveau intelligence artificielle, hein, donc c'est quand même un nom hyper important. Et il vient de créer l'année dernière une boîte qui s'appelle Amilabs pour Advanced Machine Intelligence. Et quand j'ai découvert ça, je me suis intéressé, mais qu'est-ce qu'il fait, Yann Lequin, mais quelle est son idée? Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ça se rapproche beaucoup de mes idées, en fait, et c'est pour ça que j'aime bien, hein, puisque lui, son idée, c'est de travailler non pas avec des LLM, mais de travailler avec des world models. Donc, je travaille dessus aussi maintenant, hein, la suite des beings vont sans doute être des world beings, hein, là, c'est un scoop pour la suite, hein. Voilà, parce que des world beings, ça sera certainement le prochain nom, hein, qui va apparaître, parce qu'ils seront basés un peu sur mon exploration des world models, hein. L'idée, c'est vraiment ce que comme dit Yann Lequin, là, le mois dernier, enfin il y a 2 mois, là, au mois de janvier, hein. Les LLM sont limités au monde discret du texte, hein, ils comprennent juste du texte, et encore, si on peut dire qu'ils le comprennent. La partie vraiment difficile, c'est de comprendre le monde réel.
Donc là j'ai adoré ça parce que ça rejoint vraiment les travaux que je mène depuis 25 ans sur les beings. C'est pour moi que l'idée, c'est de rechercher cette émergence en interaction avec le monde et pas de la prédiction statistique de texte. Voilà. Donc en fait, Lequin, il a créé un, pas tout seul, hein, si vous pourrez regarder, il y a plein de choses qui ont été créées, hein. Il a créé un modèle depuis 2022, je ne le savais pas, hein, je l'ai découvert que l'année dernière, hein, parce que je ne suis pas toujours toute l'actualité de tout. Donc il a créé un modèle qui s'appelle GEPA, donc Joint Embedding Predictive Architecture, hein. Donc c'est une architecture qu'il a proposée comme alternative de LLM, ça fait déjà 4 ans qu'il travaille là-dessus, hein. Et en fait, c'est l'idée que moi j'aime bien, hein, c'est au lieu de prédire le prochain mot, le prochain pixel qui va être généré, c'est d'apprendre à prédire les représentations abstraites du monde. Voilà, c'est un peu sa vision, hein, et il explique dans ses articles que vous pourrez lire, hein, que comme un enfant qui apprend la gravité en observant des objets qui tombent sans que personne ne lui explique les équations, hein. Voilà, c'est un peu l'idée, au lieu de faire des trucs énormissimes, hein, de faire. Alors c'est très très différent, hein, c'est très différent des LLM, hein, que vous connaissez très bien, donc sur lesquels je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, puisque là, GEPA, il va travailler à partir de choses beaucoup plus réelles, entre guillemets, c'est-à-dire des vidéos, de l'audio, des capteurs, des données spatiales, donc des vraies données. L'idée, c'est de prédire un état suivant, d'avoir une représentation du monde, entre guillemets, avec une modélisation causale, d'essayer de faire une planification finalement assez naturelle et d'avoir une physique apprise, hein, plus ou moins explicitement à ce niveau-là. Donc c'est un gros style de modèle, hein. Il en est déjà à plusieurs modèles. Il a fait JEPA 2 maintenant, hein. C'est un exemple plus avancé, hein, sur lesquels il travaille avec des vidéos, où il travaille sur l'étude de la physique des objets, sur la persistance des objets, sur les relations causales entre les événements. Donc c'est voilà. Et donc c'est vraiment intéressant, hein. Par exemple, là, dans les recherches qu'il fait, c'est quand on lui montre quelque chose d'impossible, par exemple un objet qui va traverser un mur, le modèle détecte l'anomalie parce qu'il comprend les règles du monde. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il essaye de mettre en avant, hein, à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, en fait, on a donc le truc, là c'est une petite, tiens, une petite image que j'ai récupérée de ces travaux, hein, le fameux modèle GEPA, là, sur lequel vous pourrez trouver énormément d'informations, bien sûr, hein, un petit peu partout. Il y a pas mal d'articles. Voilà. Et donc, le futur de mon travail, et pas que de mon travail, mais des world models en général, hein. Là, actuellement, là, je vous livre un peu mon état de ma recherche actuelle, hein, en 2026, hein. Donc, il y a une convergence profonde pour moi entre les live beings, là où j'en suis arrivé dans mon développement des beings, et les modèles GEPA, hein, alors GEPA ou autres, parce qu'il y a d'autres. Si vous regardez dans la littérature, vous verrez qu'il y a d'autres world models qui sont en train d'apparaître. Et il n'y a pas que le modèle GEPA, hein. Puisque les live beings, pour moi, ce sont des entités qui apprennent de leur interaction avec leur espace, qui ont des représentations internes d'un monde simulé, voilà, des comportements causaux qui ne sont pas du tout statistiques, hein, et une planification implicite de leur fonctionnement avec les quantum cellular automata. Et alors, dans les world models, c'est un petit peu pareil, hein. Ce sont des systèmes qui apprennent de l'observation du monde, une représentation abstraite et non textuelle, la causalité et la physique, on en a parlé, la planification des séquences d'action. Donc évidemment, moi je suis beaucoup plus modeste, puisque je me contente avec mes beings d'habiter des mondes artistiques, alors que j'ai pas essayé d'habiter le monde physique. Donc c'est beaucoup plus ambitieux ce que Monsieur Lequin et ses copains font que ce que je veux faire moi, hein, tout simplement avec mes créations. Voilà, et donc du coup, hop, voilà, voilà. Et donc du coup, j'espère que vous voyez à peu près bien l'écran, parce qu'il y a toujours ce truc-là qui me gêne. J'espère que vous ne le voyez pas, ce truc-là, sur mon écran. Voilà, donc l'idée, c'est si les world models peuvent permettre de construire des systèmes qui comprennent le monde, la prochaine question est, peuvent-ils créer dans ce monde? Hein, c'est vraiment la question un peu artistique, hein. Non plus, cette fois-ci, en générant des images dans le style de, mais en développant leur propre vision, leur propre esthétique émergent de leur modèle du monde. Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant, hein. Il y a des questions ouvertes dans ma présentation, comme cette question, peuvent-ils créer dans ce monde? Voilà, voilà. Hein, c'est une question ouverte aujourd'hui.
Et l'idée aussi de là où j'en suis, hein, avec l'idée des live beings avec le world model, hein, la suite, hein, c'est donc c'est ce que je fais actuellement, hein, dans mes recherches, c'est de concevoir des êtres numériques qui vont percevoir leur environnement encore mieux, qui vont construire une représentation interne du monde de l'art et planifier, exécuter des actes créatifs réellement nouveaux. Ça, c'est un peu mon ambition et ça va pas être de la tarte, je pense. Voilà. Hein, de manière à évoluer le plus possible, surprendre les créateurs, etc., etc. Voilà. Et donc, on en arrive à la conclusion de ma présentation. Ce qui fait qu'après, on pourra discuter de tout ça si vous le voulez bien. Les 20 ans de recherche, les 20 ans de recherche, hein. Donc, pour moi, l'émergence précède et dépasse la génération. Donc, les automates cellulaires, les algorithmes génétiques, calcul quantique produisent une nouveauté que le LLM ne peuvent pas atteindre structurellement. Ça, c'est mon idée, hein, une de mes idées, hein. Donc, la vraie créativité artificielle est incarnée. Elle émerge de systèmes qui habitent un espace, qu'ils soient physiques, mathématiques ou quantiques. La série des Beings est une réponse anticipée, hein, à tout ça. Donc, depuis 2002, le projet Beings explore exactement ce que Lequin appelle aujourd'hui l'intelligence incarnée, les entités qui apprennent de leur interaction avec leur monde. Et les world models sont la prochaine frontière, hein. Pas comme le remplacement des approches émergentes, mais comme leur extension, hein, vers le monde physique réel. Un peu, c'est un petit peu l'idée. Voilà, quelques petits articles. Ah oui, voilà, quelques petits articles que vous trouverez sur Internet, hein, depuis le début, ceux du SIGGRAPH notamment, 2005, etc. Le dernier qui n'est pas encore disponible, désolé, il sera publié que le mois prochain, c'est les Live Beings, que je publie au mois d'avril. Je leur regarde la primeur quand même de l'article, hein. Et puis les articles de Yann Lequin, j'en ai mis que deux, mais il y en a plein d'autres, hein, ceux qu'il a écrit récemment, hein, sur ses styles de création. Voilà, voilà.